L'air du temps revient ce dimanche 15 mai 2022 pour disséquer les faits saillants de l'actualité de la semaine. Le processus électoral, les investitures, la course au poste de député, la demande sociale et les cash transferts, la vandalisation du DER, les scènes choquantes de Dubaï. L'air du temps reçoit Baba Amadou Wane, ancien ministre et ancien ambassadeur, et Moustapha Gueye Khar, écrivain-chercheur. L'air du temps, animé exceptionnellement ce dimanche par Hassan Gueye sur e-Radio, la radio de l'info. Bonjour, dimanche 15 mai 2022, c'est l'heure et le temps de l'air du temps, l'émission hebdomadaire qui aide à appréhender les dessous de cartes des événements qui se bousculent sous nos yeux. Le Sénégal marche donc à sa manière, son champ politique n'est pas un champ de ruines encore, mais il nous inquiète chaque jour un peu plus. Beaucoup de confusion autour des parrainages et investitures pour les législatives. La pauvreté du débat ne fait pas oublier, certes, la pauvreté au quotidien. Des transferts d'argent sont en train d'être envoyés à des Sénégalais. Un demi-million de ménages sont concernés. La municipalité de Dakar a fait de même et a souhaité démontrer une forme de générosité envers la population. Cette population dont nous faisons partie saura-t-elle entretenir ces infrastructures? Les dégradations sur le nouveau terre sont infamantes pour leurs auteurs. Un train est aussi névralgique qu'un avion, faut-il le rappeler. La sécurité et la sûreté sont primordiales. Des compatriotes ont été transformés presque en latrines à Dubaï, dont nous pensons que les murs et immeubles ont été construits en or, mais une fois sur place, on est plus dubitatif face à la réalité. Le réel est que la corruption gangrène notre société. Les rapports de l'OFNAC mettent les gens devant le fait accompli. La mère des virus reste donc la malgouvernance, cette corruption et la concussion. On a entendu hier France d'or, à l'instar de France dégage au Tchad, de plus en plus donc en Afrique. L'Hexagone donne l'urticaire. Le néocolonialisme est-il à bout de souffle? Sur ce plateau, en ce dimanche, nous recevons deux invités. D'abord, Amadou Tidiane Wane, ancien ministre de la Culture du Sénégal, ancien ambassadeur et fin observateur de notre société. Bonjour, monsieur Wane. Bonjour, Hassan. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Nous avons également ce matin Moustapha Gueye Khar, écrivain, journaliste, historien et consultant lui aussi doté d'une vaste culture. Merci, monsieur Gueye, d'avoir répondu également à notre invitation. Merci, Gueye. Merci. Voilà, nous allons commencer par la politique. Il y a toujours la dictature de la politique. Le champ politique sénégalais vous inspire quoi aujourd'hui? De l'enthousiasme, de l'inquiétude, de la déception ou de l'indifférence à la lumière de tout ce qui s'est passé cette semaine avec les investitures, le parrainage, la visite inopinée de l'opposition auprès de la direction générale des élections. D'abord, la première question donc s'adresse à monsieur le ministre. Que vous inspire notre champ politique aujourd'hui? Merci Hassan pour cette question qui va nous permettre de rentrer dans le sujet tambour battant, dans la mesure où, pour ce qui me concerne, je considère que nous assistons à un mauvais film qui aurait pu s'intituler « Le chaos de la politique ». Je me surprends parfois à considérer que les acteurs qui se sont investis dans le champ de la politique ont oublié le sujet qu'ils étaient censés traiter. La politique, de mon point de vue, doit servir à améliorer au quotidien la vie des populations,
à doter un pays et son peuple d'une ambition collective et à manager les forces culturelles, sociales, économiques autour d'un projet digne de ce nom. Cela étant, on comprend que tout le monde ne peut pas être du même bord. Il faut des offres diverses qui donnent à la population le loisir de choisir le projet le plus conforme à leurs attentes. Une fois ce choix fait, pour un mandat de 5 ou de 7 ans, que ce soit pour l'exécutif ou le législatif, ceux qui sont investis de la confiance des populations doivent administrer avec un sens élevé de la vertu et de l'équité les ressources qui sont mises à leur disposition pour servir et non se servir. Ceux qui s'opposent doivent exercer une veille vigilante et exigeante sur la manière dont sont conduites les affaires du pays et alerter l'opinion publique nationale sur les dérives éventuelles et leur donner rendez-vous à la prochaine échéance électorale. Mais on ne peut pas concevoir que dans notre pays, nous soyons dans une atmosphère de campagne électorale permanente au point où la politique est devenue une industrie qui crée des emplois, qui installe des mandarins dans des fonctions pratiquement ad vitam aeternam. Parce que remarquez bien, à la tête de la plupart des partis au Sénégal, il n'y a pas d'alternance. Et pourtant, ces partis exigent des alternances. Il en va de même pour les syndicats. On a connu des syndicalistes à vie. Et donc, il y a un vrai problème de gouvernance dans notre pays et on doit interroger à fond les ressorts de notre vivre ensemble. C'est ça. Il y aura de l'alternance, par exemple, au niveau de l'AFP de Moustapha Niasse. Il était temps, quoi. Effectivement, disons qu'il est lui-même pressé par le temps. Lui, c'est un frère que j'aime bien, mais je pense qu'il a duré à la tête de cette organisation et qu'il aurait dû passer la main depuis son accession à la présidence de l'Assemblée nationale pour préparer une succession en douceur. Est-ce que ce sera le cas maintenant qu'il a moins de prise sur l'appareil? Les jours à venir vont nous édifier. Très bien. Moustapha Gueye, Monsieur le ministre a parlé de la politique comme étant devenue un métier sous nos latitudes. Est-ce que cela augure, à votre avis, quelque chose de rassurant et de bon? Merci, Hassan. Merci. Je remercie Monsieur le ministre, qui est un de mes que j'admire beaucoup, pour ses qualités intellectuelles, ses réflexions et les nombreux objectifs dont il s'est défini, et également il a eu à occuper des nobles fonctions en tant que plénipotentiaire et extraordinaire de l'ambassade du Sénégal au Canada. Également, il a été un brillant ministre de la Culture, de surcroît un écrivain. Et j'adhère parfaitement à sa réflexion. Mais la problématique de la politique au Sénégal doit interpeller aujourd'hui la police de la conscience de tous les Sénégalais, avides de paix et de stabilité. D'autant plus qu'il y a une reconfiguration de la classe politique sénégalaise de la période post-indépendance à nos jours, du fait qu'aujourd'hui, la classe politique est composée de jeunes. Je ne suis pas forcément pour la gérontocratie, mais la violence dans l'espace politique, la violence verbale, les violences physiques sont nées avec la recomposition de la classe politique sénégalaise. Parce que nous, qui avons vécu quand même un certain temps, nous pouvons porter un regard comparatif entre ce qui s'est passé au début des indépendances et à nos jours. Les Lamine Gueye, les Senghor, les Amadou Karim Gaye, les Joseph Mbaye, ils ne connaissaient pas cette violence-là. Ils avaient ce qu'on appelle la sagesse. Donc je pense qu'il faut amener les jeunes qui occupent l'espace politique au Sénégal, d'avoir un peu de retenue. Le Sénégal est le seul pays actuellement qui a cette stabilité dans toute l'Afrique. Jamais de coup d'État militaire, jamais de guerre civile. Je crois que nous avons de l'or avec nous. Je ne parle même pas du pétrole et du gaz. Il faudrait que la classe politique, surtout les jeunes, cherchent quand même à exorciser les démons de la violence qui occupent actuellement l'espace politique au Sénégal. En tout cas, moi, c'est mon avis. Très bien. Donc, vous ne supportez pas la gérontocratie, comme vous dites,
Donc, Oui, mais quand on vous suit, vous nous dites que l'expérience, c'est toujours important, surtout en politique. Mais tout à fait. On dit que l'expérience est une école. D'abord, c'est une école. L'expérience est une école, mais dont les leçons coûtent très cher. Mais on en sort toujours savant. Les gens d'expérience sont souvent des savants. Je crois que la jeunesse actuelle doit pouvoir s'approcher des grands intellectuels de la race de cet ancien ministre de la Culture, ancien ambassadeur, pour leur montrer le viatique de la vie politique. Et la politique, c'est de la noblesse, c'est de l'altruisme. C'est le fait de rendre service à autres, de créer un épanouissement éthique, intellectuel, matériel à ces populations. C'est-à-dire qu'il y a même de gens qui disent que la politique, c'est l'art de gérer ses propres intérêts dans la cité, alors que ce n'est pas ça. La politique, c'est l'art de gérer ses compatriotes, de les sortir de la misère, de la pauvreté, de l'analphabétisme, de l'illettrisme, etc., etc. C'est ça, en fait. C'est une mission très, très, très noble. C'est même un acte de foi, la politique, quelque part. Très bien. Il y a des faits qui se sont passés. Il y a des risques d'invalidation de la liste de Yewwi Askan Wi dans la capitale. On parle également, on dit également que Benno Bokk Yakaar n'aurait pas respecté toutes les normes. Il s'est passé également quelque chose devant la direction générale des élections cette semaine. En l'occurrence, le maire de Dakar est allé assez bruyamment occuper le seuil de cette institution, entre guillemets. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire? D'abord, pour le maire, c'est le premier magistrat. Il ne peut pas se comporter comme il veut. Pour les listes également, on ne peut pas intérioriser qu'aujourd'hui, Benno Bokk Yakaar ne soit pas de la partie pour les élections, non plus que Yewwi Askan Wi à Dakar soit exclu de ces élections. Ce serait vraiment beaucoup d'anomalies en même temps. Toutes ces anomalies sont symptomatiques du malaise profond de la politique que nous évoquions tout à l'heure. La politique, ce ne doit pas être le lieu des pièges, des choses-trappes, des complots, de la médisance, de la ruse. Non, la politique, c'est beaucoup plus noble que ça. Mais d'abord une question. Il n'est pas intelligible pour le citoyen sénégalais que des listes qui doivent être confectionnées selon des règles établies par la loi et qui, en principe, sont confectionnées avec toute la rigueur nécessaire dans les différents états-majors politiques, parviennent à la direction des élections avec des manquements aussi graves. Cela est une insulte à nos intelligences. On ne peut pas comprendre qu'une liste qui, en principe, a réuni des leaders pour la confectionner, que ces leaders aient fait passer cette liste à travers plusieurs filtres de vérification, de pondération, de rééquilibrage, parviennent à la direction des élections avec les tares qui suscitent aujourd'hui des controverses. Sans me prononcer sur le fond, j'attends qu'il y ait une voix autorisée, parce que pour l'instant, il n'y a que le débat sur les réseaux sociaux. Mais une voix autorisée doit, tant au niveau de Yewwi qu'au niveau de Benno, nous édifier de manière définitive. Ce ne sont pas des choses sur lesquelles les politiciens doivent jouer avec nos nerfs. Ils cherchent nos voix, qui qu'ils soient. Il faut qu'ils nous traitent avec respect. Et avec respect, cela veut dire au moins présenter des listes conformes à la loi. Maintenant, s'il y a entre eux des tensions sur les préséances dans les listes, ça, c'est leurs affaires. On ne va pas se prononcer sur ça, ça ne nous regarde pas. Vous avez évoqué la posture télévisée du maire de Dakar devant la direction des élections. Je suis au regret de dire que ce n'est pas un comportement digne du maire de la ville de Dakar. J'estime qu'il devrait prendre de la hauteur parce qu'il a une fonction prestigieuse dans laquelle l'ont précédé d'éminentes personnalités. M. Gueye citait Lamine Gueye tout à l'heure. Je dois rappeler que Lamine Gueye, qui a le premier offert
des bourses d'études aux premiers cadres sénégalais qui sont allés faire leurs études en France a donné l'ossature de l'administration sénégalaise. Abdoulaye Wade en faisait partie. Cheikh Anta Diop en faisait partie. Les premiers boursiers. Donc la ville de Dakar, ce n'est pas de la gnognotte. C'est une plateforme d'action pour changer le destin de certaines personnes, changer le destin de la capitale. Alors, je ne peux pas comprendre, et si j'ai l'occasion de le voir, je le lui dirai parce que je l'aime bien, je lui dirai qu'il a trop de choses à faire autre que d'aller devant la direction des élections. Il n'a qu'à y envoyer ses gros bras. Ce n'est pas son travail. Il est élu au suffrage universel. Il doit faire les efforts qu'il faut pour mériter la confiance des Dakarois qui n'ont pas voté pour lui. Ceux qui ont voté pour lui l'ont voté par engagement, mais il administre notre capitale. Il faut qu'il soit à la hauteur de nos attentes. Cela étant dit, et je termine par là, j'ai entendu le président Macky Sall esquisser des observations sur le maire de Dakar et ses nominations. Je voudrais quand même rappeler que même s'il a raison, il ne faut pas qu'il oublie que le maire de Dakar est maintenant élu au suffrage universel direct et qu'ils ont la même légitimité. Lui, il a une légitimité nationale issue des urnes. Le maire de Dakar a une légitimité communale, locale, issue des urnes. La même dignité. À mon avis, ce n'est pas de manière télévisée que ces observations auraient dû être faites, mais je comprends que c'est une réponse du berger à la bergère, provocation télévisée, réponse télévisée. Tout ceci pour dire que tous les politiques nous doivent du respect, de la considération, et savoir que la majorité des citoyens qui sont chez eux devant la télévision ne sont pas des imbéciles non plus. D'accord, très bien. Moustapha, donc il y a eu de grands maires qui sont passés ici à Dakar depuis fort longtemps. Si M. Barthélémy Diaz veut s'inscrire dans cette dynamique et dans l'histoire, qu'est-ce qu'il a à faire? C'est-à-dire de s'occuper d'abord de ses dossiers avant que d'aller s'infiltrer ou occuper un espace à côté de la direction générale des élections. Oui, je vais corroborer un peu les propos. Je vais étayer le propos de M. le ministre, que d'abord Dakar a une histoire, une très très longue histoire. D'abord, pour diriger Dakar, il faut en connaître son histoire. Parce que Dakar était la capitale de l'Afrique occidentale d'expression française. Et dans l'architecture coloniale, dans le schéma colonial, il y avait une bipolarisation du Sénégal. Le Sénégal était charcuté en deux entités. Ce qu'on appelait les indigènes de la République, et c'est la même issue des 4 communes, dont Rufisque, Dakar, Saint-Louis et Gorée. Mais Dakar était l'épicentre même de la politique coloniale française, pas seulement au Sénégal, mais en Afrique. Et la plupart de nos vestiges à Dakar, des bâtiments sont construits dans la période coloniale. Le palais de la République, la gare de Dakar, le port de Dakar par Pinet-Laprade, l'aéroport de Yoff, la gare de Dakar dont l'architecture a été conçue par Gustave Eiffel. D'ailleurs, c'est pourquoi la façade murale de la gare de Dakar est en forme de métal. Parce que Gustave Eiffel travaille beaucoup sur le métal. Le port de Dakar par Pinet-Laprade, le palais par le gouverneur Ernest Roum, parce que le palais était à Gorée, en fait, au relais de l'escadron. Mais c'est sur la demande du gouverneur Ernest Roum que le palais a été transféré à Dakar. Et encore mieux, ceux qui ont construit ce palais de la République, on l'ont construit, c'était des maçons français, voilà. C'est des ouvriers français qui ont construit ce palais de la République en 1902. On les a fait venir par bateau. Parce que Dakar représentait aux yeux de la métropole une ville spéciale. D'abord, Dakar est adossé sur l'océan Atlantique, comme Gorée, comme Saint-Louis, comme Rufisque. Parce que toutes les villes sénégalaises qui sont ouvertes à l'océan Atlantique, la France leur a donné le statut de la citoyenneté française. Alors Dakar a joué un rôle fondamentalement important. D'abord sur le plan militaire, sur le plan stratégique, sur le plan politique et sur le plan social. Donc c'est vrai que les premiers maires étaient des Toubabs, des Blancs. On a connu Goux, qui malheureusement a été assassiné à l'avenue Lamine Gueye. Alfred Goux a été assassiné à l'avenue Lamine Gueye par un citoyen d'un pays limitrophe qui était son planton.
c'est Goux qui a été... C'est d'ailleurs le ministre parlait tout à l'heure de Maître Lamine Gueye, c'est lui qui a remplacé Goux. Et Goux, c'est lui qui a construit pratiquement toute la Médina. Toute la Médina a été construite par Alfred Goux. C'est lui qui a construit le marché Tilène, l'hôpital Abbas Ndao, la polyclinique de Dakar, l'école Malick Sy. D'ailleurs, quand tu vois la même architecture, c'est une architecture soudanoise. Ça a été conçu par Alfred Goux. Donc, Barthélémy Diaz, il est légataire, dépositaire de cet héritage-là. Ensuite, il y a eu Diagne. Parce que Diagne aussi, on a souvent tendance à oublier Blaise Diagne, plus connu sous le nom de Galaye Mbaye Diagne, selon le professeur Iba Der Thiam. Mais Blaise Diagne fait partie de ceux qui ont construit la ville de Dakar, ceux qui ont urbanisé Dakar. Mais c'est l'un des rares maires du Sénégal que j'ai connu qui n'a même pas de maison à Dakar. Blaise Diagne n'a pas de maison à Dakar. On ne m'a jamais montré une maison pour me dire que voilà la maison de Blaise Diagne. Et pourtant, il a été un brillant maire. C'est vrai qu'il a eu à collaborer un peu dans un contexte post-colonial, à pouvoir évacuer les tirailleurs sénégalais dans la Grande Guerre, la bataille de Dardanelles, la bataille de Toulon, la bataille de Chassenay, de Verdun, etc. Enfin bref. Donc, mais Diagne, il a battu François Carpeau pour être maire de Dakar, mais il n'y avait pas d'émeute comme ça, il n'y avait pas de violence, il n'y avait pas de heurts. Il a battu un avocat français qui s'appelait François Carpeau. Il l'a battu à plate couture de plus de 1200 voix. Parce qu'il a dit à François Carpeau que je suis noir, tous les noirs de Dakar vont voter pour moi, y compris les Sérères. Ma femme est blanche, donc les blancs de Dakar vont voter pour moi, de la commune. Mes enfants sont métis, dont Raoul Diagne. Raoul Diagne, c'est l'un des ancêtres du football sénégalais. Alors, tous les métis de Dakar vont voter pour moi. Donc, Diagne a battu François Carpeau. D'ailleurs, ça n'a pas plu au gouverneur William Ponty, qui a fait déménager les indigènes du plateau, comme étant d'ailleurs les complices de la victoire de Diagne, parce qu'ils ont dit que ce sont les Africains qui ont soutenu Diagne. Ils ont fait sortir les Lébous de Dakar pour les amener à la Médina. D'ailleurs, donc on dit que c'est à cause de l'épidémie de peste. D'accord, je comprends bien l'épidémie. Parce que souvent aussi, pendant les périodes épidémiologiques, c'est un moment opportun pour régler des comptes politiques. Et William Ponty a saisi cette occasion-là pour faire partir les Africains du plateau et les amener à la Médina. Et là, ils sont allés voir Sidi Hadj Malick Sy pour leur dire que Touba Bikat, ils nous ont fait sortir du plateau. Alors, Sidi Hadj Malick leur a dit que ça a été la même attitude qu'on a fait au prophète Mohammed. C'est ça. Donc Barthélémy, il est héritier, ouais. il est légataire d'une ville qui n'est pas n'importe quelle ville. Ça, c'est vrai. Voilà. C'est pour corroborer les propos du ministre. Très bien. Merci, M. Gueye. Donc, on peut en finir avec la politique. On va parler de social un peu. Cette semaine, on a vu beaucoup d'argent déboursé pour le compte du social. Un demi-million de ménages sénégalais ont été appuyés à hauteur de 80 000 francs CFA. C'est pour lutter un peu contre les vulnérabilités et la crise qui est de plus en plus dure. La mairie de Dakar, en l'occurrence Barthélémy, a organisé également une journée de solidarité pour les Dakarois. Qu'est-ce que cela dit? Qu'il faut accélérer les formes de générosité pour distribuer du pouvoir d'achat dans la société, ou bien ces initiatives ne seraient pas opportunes ou efficaces, monsieur le ministre? Écoutez, moi je rêve d'un pays où il y a le moins possible de gens qui tendent la main. Je rêve d'un pays où l'assistanat n'est pas la règle, mais où chaque citoyen peut trouver des opportunités pour gagner sa vie, préserver sa dignité, élever sa famille et perpétuer sa descendance. Ces actions, tant du président de la République que de monsieur le maire de Dakar, relèvent, à mon avis, de la démagogie électoraliste. Je les renvoie dos à dos. 80 000 francs CFA pour endiguer la misère. Pour combien de temps? Puisqu'il s'agit de 80 000 francs par ménage. Et qu'il y a des ménages qui comptent 100 personnes. Il faut quand même qu'on soit réaliste et qu'on nous dise, est-ce que ces 80 000 francs, c'est pour chaque tête dans le ménage,
ou est-ce que c'est le chef de famille qui reçoit 80 000 francs? Ah ouais, je pense que c'est la deuxième. Auquel cas, c'est de quoi nourrir la famille pauvre sénégalaise standard qui compte à peu près 40 personnes au moins pour 2 jours. Et je suis large. À moins que le chef de famille ne se dise que voilà une opportunité de prendre une énième épouse. Ce qui peut arriver. Oui, c'est ça. Et dans la foulée, je ne vous coupe pas, monsieur le ministre. Monsieur le Président a indiqué que la pauvreté a reculé de 5,5% au Sénégal. Vous le suivez Non, vous savez, moi, ça fait longtemps que j'en suis revenu des statistiques savantes, tant celles données par la Banque mondiale, le Fonds monétaire. Quand on vous dit 5%, c'est qu'il y a déjà dans ces 5% des gens qui sont déjà morts. Il faut qu'on arrête avec ces chiffres-là qui ne veulent rien dire. Surtout dans nos pays où les outils ne sont pas aussi fiables que dans certaines démocraties où des logiciels très puissants peuvent arriver à réduire les marges d'erreur. Des statistiques, il y a des marges d'erreur incroyables. Donc, à mon avis, c'est pas avec ces mots. Tout ça, c'est de la politique politicienne. On donne des mots, on a diminué de 5%, on a diminué de ceci. Franchement, quand vous sortez dans les rues de Dakar, quand vous allez dans les régions, que vous voyez ces hordes de jeunes gens qui vendent un paquet de mouchoirs en papier, quand vous allez dans la haute banlieue de Dakar, où il n'y a pas d'eau courante, certains quartiers où il n'y a pas d'électricité, dans certains quartiers où on ne mange de la viande vraiment qu'à la tabaski, à moins de consommer de la viande avariée ou alors des viandes d'âne qui ont été sacrifiées, il faut qu'on descende là, il faut qu'on parle de la réalité de notre pays, qu'on sorte de ces démonstrations aériennes-là, que l'on descende. Et le président de la République, il faut qu'il descende dans les banlieues, pas qu'aux campagnes électorales. Il y a des quartiers inondés. Depuis combien d'années? Elles ne sont pas sorties un jour de l'eau. Un jour. Mais qui en parle? Personne n'en parle. Il faut aller voir dans quelles conditions vivent les populations. Et après, vous aurez un politique qui va vous rétorquer, oui, nous, on sait... Qu'on descende et qu'on se parle et qu'on se respecte. Que je dise ça, ça ne veut pas dire que je suis opposé à qui que ce soit. Je ne suis opposé à rien. Mais j'ai un rêve pour mon pays. Et je pense que nous avons et les intelligences, et les énergies, et maintenant les ressources qu'il faut. Allons-nous laisser les ressources attendues être détournées par les spécialistes de l'esbrouf, par les fonctionnaires, la plupart du temps corrompus, corrupteurs, qui entretiennent un appareil où tous les systèmes de détournement sont institutionnalisés. Justement, cette semaine, l'OFNAC a déposé ses derniers rapports. La corruption, ça vous dit quoi? C'est-à-dire, c'est le virus numéro 1 de nos sociétés. C'est le virus numéro 1. Parce que il est le virus numéro 1 dans la mesure où la corruption est consubstantielle du mensonge. Or, le mensonge, selon les Saintes Écritures, c'est la calamité suprême. À partir du moment où on camoufle la réalité pour en tirer profit, on est dans un système où, quand un fonctionnaire, du fait simplement de sa signature, peut octroyer ou dispenser d'un service dû à l'État et qu'il fasse rémunérer cette signature ou cette absence de signature, il est dans la corruption. Et ça, aujourd'hui, dans notre pays, ça commence de la rue, des agents de circulation, que tout le monde voit, qui ne se gênent même plus. C'est-à-dire que maintenant, on le sait, tout le monde le sait, tout le monde le voit, tout le monde le pratique. Ça commence de là et ça monte à des niveaux insoupçonnés. Ça va donc des 1000 francs que l'on donne et ça arrive, dit-on, à plus de 90 milliards. Où est la vérité? Entre les deux, il y a plein de petits millions qui circulent de la main à la main et qui font perdre à notre pays des opportunités. Et ça, à mon avis, les politiques n'en parlent pas. Très bien. Très bien. Donc, M. Gueye, est-ce que vous estimez que la corruption fait le lit de la pauvreté? Je crois que pour parler de corruption,
Bon, je ne veux pas trop mais je sais que quelque part, je ne dis pas que c'est un problème qui est ancré au Sénégal de manière depuis très très longtemps. Pour parler un peu de la contribution du chef de l'État, je crois, sur les familles, je connaissais un très grand intellectuel sénégalais qui s'appelait Mamadou Traoré Diop. Il disait qu'un peuple, en ne parlant pas du Sénégal, il parlait en général de l'Afrique. Il disait qu'un peuple qui a faim mange son gouvernement. Très belle formule. Donc pour exorciser ces velléités de cannibalisme, d'anthropophagie, le geste du président pourra peut-être aider aux populations de ne pas avoir faim d'une certaine manière. Mais comme l'a dit le ministre tout à l'heure, les familles sénégalaises ne sont pas des familles atomiques. Ce ne sont pas des familles nucléaires, c'est des familles élargies. Est-ce que 80 000 francs va suffire pour régler ce problème-là? Je ne veux pas dire aussi que l'action du président a une fonction purement politique, mais je crois qu'il faut encore, comme l'a dit le ministre, il faut améliorer les conditions de vie des populations et de la jeunesse. Parce que comme le disait encore pour corroborer Mamadou Traoré Diop, que Dieu ait pitié de son âme et l'accueille dans son paradis, un peuple qui a faim mange son gouvernement. C'est-à-dire que nous devons faire en sorte que les populations sénégalaises n'aient pas faim, que chacun mange à sa faim, que les agriculteurs que le secteur de l'agriculture puisse fonctionner. On a connu le problème en Tunisie avec le problème du fameux pain là, les émeutes de la faim, voilà, exactement. Donc je crois le président Macky Sall, c'est vrai qu'il a de l'empathie vis-à-vis de la situation dont vivent certains de ses compatriotes en milieu rural. Parce que aussi l'économie rurale c'est un peu estompée avec la fermeture aussi de la gare de Dakar. Parce que la gare de Dakar aussi est restée fermée pendant 20 ans. Ouais. L'aéroport de Yoff est fermé. Dakar n'avait plus d'aéroport, Dakar n'avait plus de gare. Et l'économie rurale quittait l'intérieur du pays pour être acheminée par voie ferroviaire pour arriver à Dakar. Mais là, on en reviendra un peu plus tard. Très bien. Donc, on peut continuer à parler de la société sénégalaise. Cette semaine, on a assisté également à une histoire qui s'est passée avec le TER et ses câbles de signalisation dégradés et sectionnés. Donc il y a un problème de suivisme et de rectitude dans notre société. Est-ce qu'avec ces comportements, on ne va pas assister à la dégradation accélérée de cette nouvelle infrastructure, malgré tous les milliards, les centaines et les centaines de milliards qui ont été déversés dans ce projet? Écoutez, c'est une catastrophe. On ne peut que s'insurger contre ces actes d'incivisme, mais qui ne sont pas nouveaux. Vous avez vu que tous les lampadaires de Dakar ont régulièrement été émasculés du dispositif électrique qui alimentait les lampes. C'est ça. Il y a aussi régulièrement. Les regards sont régulièrement recyclés en marmites et on sait où ça se fabrique. Et il y a tous les jours, nous allons acheter des marmites pour nos rêves pourtant. Au-delà de cela, il y a tous les actes d'incivisme à tous les niveaux. À tous les niveaux. Ça va jusqu'au retard délibéré des fonctionnaires sur le lieu de travail, alors qu'ils sont là pour le service public. Ça va à tous les niveaux. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas jeter la pierre juste à une catégorie de personnes. Les vols de câbles de train sont réguliers en France. Plusieurs articles sur le net font état de vols de câbles de la SNCF. Puisque c'est la SNCF qui ici aussi gère le TR, elle aurait dû avoir développé un dispositif de sécurité, de surveillance et d'anticipation de ces malfaisances. Mais enfin, c'est quelque chose qui nous interpelle nous tous. Et ça interpelle quoi? L'éducation, l'instruction, l'éducation à la citoyenneté, qui doit être régulière et qui doit être investie dans tous les médias publics et privés. Il faut que, et ça, c'est à l'autorité
au chef de l'État d'appeler les chefs de télévision, les chefs de radio, une séance de travail à la salle des banquets et leur dire, écoutez, vous avez une mission de secteur public. Je n'ai pas le contrôle sur les réseaux sociaux. Les gens font ce qu'ils veulent. Mais au moins, sur vous qui avez une adresse, pignon sur rue, il faut qu'on s'entende sur une charte de clarification de notre société et d'apporter de l'équilibre. Il y a beaucoup de... Je dis souvent, il y a beaucoup de gens qui hurlent sur les réseaux sociaux. Mais invitez-les sur des plateaux et mettez-les en face de personnes qui peuvent débattre. Parce que les monologues, c'est très bien. Mais parfois, il y a des gens qui disent que des inepties. Il faut les inviter sur les plateaux, leur donner la parole, mettre en face d'eux des interlocuteurs qui peuvent débattre sur les questions et prendre à témoin l'opinion. Très bien. À mon avis, il y a un travail que tous les médias privés, en tout cas normés, identifiables, doivent apporter à la communauté nationale. En plus des émissions d'éducation qui malheureusement, aujourd'hui, sont supplantées par les plateaux dits religieux où il y a les mêmes personnes. Parce que moi, je regarde la télé, c'est les mêmes personnes qui tournent sur les différents plateaux. Il y a des gens qui se sont spécialisés dans la présence télévisuelle et qui hantent les plateaux de télévision à un point où certaines personnes ne veulent plus y aller. Ils ne veulent plus y aller dans la mesure où il n'y a pas élévation du débat, il y a des clichés que l'on répète et qui plaisent à la foule parce que ça lui dispense de réfléchir. Très bien. D'accord. Pour terminer avec le TER, parce qu'on est là-dessus, on a tiqué en entendant cette information. Les autorités, les responsables ont parlé d'actes criminels. Est-ce que c'est pas trop fort ça? Parce que ça pourrait être un peu de sabotage également. Est-ce que ce qui s'est passé avec le TER relève d'un acte criminel? Oui, mais si c'est un acte criminel, à qui profitera ce crime-là? C'est ça aussi la question. Qui a commandité ce geste-là, ce geste criminogène? Vous savez, un chemin de fer, un train, TER ou autre train, ils ont une fonction économique, sociale. Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké est venu à Dakar en 1921 par train. Sous invitation, je dis bien sur invitation, mais pas sur convocation du gouverneur Merlin. Sur invitation. On l'attendait à la gare de Dakar, mais Bamba est descendu à la gare de Hann. C'est cette même année qu'on a acheté la maison Kër Serigne Touba qui est au Crédit Foncier. À l'époque, c'était Diagne qui était le maire de Dakar. Nos marabouts, tous les marabouts du Sénégal ont emprunté le train. D'ailleurs même, le fils de Cheikh Ahmadou Bamba, c'est Moustapha Mbacké, avait construit un train entre Diourbel et Touba. Le train avait une fonction économique et sociale. Encore mieux, Moustapha Kemal Atatürk n'avait pas de palais, il habitait dans un train. Moustapha Kemal, le père fondateur de la Turquie moderne, après l'Empire ottoman bien sûr, il habitait dans un train pour dire que le train était important. Maintenant, cet acte abject, cette ignominie-là, d'ailleurs même je me demande, comme disait Sénèque, un éminent sociologue, un éminent écrivain Sénèque, philosophe, qui disait qu'il n'y a point de bon vent pour quelqu'un qui ne sait pas où est-ce qu'il va. Comment peut-on développer un pays avec des gens qui ne veulent pas avancer? D'ailleurs même je vais me demander, est-ce qu'il n'est pas bon de souscrire des polices d'assurance pour les passagers du TER? Parce qu'un accident peut survenir et on ne sait jamais. On a vu le bateau de Diola. Et ce geste-là doit encore une fois interpeller la police de la conscience des Sénégalais. Mais comme le disait encore l'éminent ministre, l'éminent professeur, il faut éduquer les gens, il faut les former. Parce qu'on ne badine pas avec autant de moyens. Et là aussi, c'est l'occasion de féliciter le président de la République pour ce train. Parce que ça va, moi j'ai vu le TER, j'ai vu le Dakar-Diamniadio, mais c'est magnifique, c'est extraordinaire, c'est très beau, c'est une fierté. Non seulement pour les Sénégalais, mais tous les touristes qui viennent à Dakar, quand ils voient le TER, ils savent que le Sénégal commence à sortir, à aller vers la modernité, vers le décongestionnement de l'embouteillage à Dakar. Moi je crois qu'il c'est un bijou auquel nous devons entretenir. Et là aussi, il faut féliciter le président de la République pour cette initiative-là. Également aussi le féliciter pour la ville nouvelle de Diamniadio, parce qu'en fait, il est même par moments plus difficile de construire une ville nouvelle
que d'être un nouveau maire. C'est de temps en temps. Ouais, c'est ça. D'accord. Non, en fait, pour lutter contre tous ces phénomènes-là d'incivisme, etc., il faudra renouer sûrement avec la culture. Oui, tout à fait. Vous nous parliez tout à l'heure des routes de la soie culturelle qu'avait Absolument. initié le président Senghor. Absolument. La culture, c'est une dimension extrêmement importante. Mais tout à fait. Mais Senghor a créé le premier festival mondial des arts nègres. Il y avait Duke Ellington, Mahalia Jackson, il y avait l'éminent homme de culture, notre comment il s'appelle le ministre encore, le ministre Amadou Tidiane Wade. C'était Amadou Tidiane Wade de la France, André Malraux, était à Dakar. Oh, ça c'est fort. Celui qui a fait le discours inaugural du premier festival mondial des arts nègres à Dakar, en 1966, au musée dynamique de Dakar, qui est devenu l'actuelle Cour suprême. Et ce festival, c'était une manière pour Senghor de fusionner le monde. Parce que l'Afrique a souffert. D'ailleurs, je félicite aussi encore une fois le président Macky Sall pour cette initiative du mémorial de Gorée. Et je lance un salut aussi à Amadou Lamine Sall. Parce que le monde noir a eu une douleur de la mémoire. Cette douleur de la mémoire liée à la traite négrière, à l'esclavage, à la colonisation. Et je pense que ce mémorial permettra d'exorciser cette douleur-là. Et encore une fois, je pense que nous devons encore une fois faire fi de nos valeurs que nous avons et qui sont incarnées par des hommes comme le ministre, etc. Voilà, c'est ça. Donc, on va finir dans quelques minutes avec Maître Abdoulaye Wade, qui a été fait tête de liste de sa coalition. Mais d'abord, on parle un peu de ce qui s'est passé hier au Tchad et un peu au Burkina Faso. Est-ce que je pourrais quand même oui, allez-y, monsieur le ministre. Une petite minute non, bien sûr. sur le TER. Je suis de ceux qui pensent que le TER est un bon projet, mais qui devrait atteindre toutes les régions du Sénégal. Absolument. C'est ça mon bémol. Le trajet est trop court, à mon avis, et il pose le problème de toutes les infrastructures que nous sommes en train de construire. Moi, je voudrais poser une question. On crée des autoponts, on crée des autoroutes pour décongestionner le trafic. Alors, je demande aux Sénégalais, au temps où je parle aujourd'hui, est-ce que c'est fait? Non. À mon avis, et moi qui conduis dans la circulation de Dakar, je ne sens pas un changement d'impact. Certains me diront, attends le BRT. Mais il se trouve que les infrastructures sont toujours rattrapées par la démographie. C'est-à-dire que aujourd'hui, on étouffe en conduisant. Et pourtant, on passe devant des parkings où des centaines de voitures attendent des gens quand vous allez là où on passe le permis. J'y ai déposé ma fille il n'y a pas longtemps. Et que vous voyez la queue de presque 300 mètres de nouveaux prétendants au permis, vous vous dites, si tous ces gens-là ont les moyens d'acheter une voiture, on va où? Donc, il y a, en fait, à mon avis, c'est toute une philosophie à reprendre. Et ça nous ramène à l'éducation. Si vous voulez... Oui, la voiture est un objet de désir. Non, en fait, on va parler du Tchad. Il nous reste oui, allez. 5 à 7 minutes. Il s'est passé quelque chose au Tchad hier et également au Burkina Faso. On a entendu au Tchad France dort, à l'instar de ce qu'on a entendu ici au Sénégal, France dégage. Ça vous dit quoi? Ça veut dire que la France, c'est terminé. Mais la France, c'est terminé depuis longtemps avec les masses sénégalaises, avec les intellectuels sénégalais. Je vous rappelle qu'en 1970, les frères Blondin ont été mis en prison pour avoir tenté de jeter un cocktail Molotov sur le cortège d'un président français. Donc c'est pas nouveau. Cette défiance des intellectuels, ça a valu à Omar Blondin Diop d'être en prison et de mourir en prison. Ça a valu à cette famille, à qui il faudrait quand même qu'on rende hommage un jour. Absolument. Beaucoup de sacrifices de ses propres enfants. Et beaucoup de générations de Sénégalais de mon âge ont combattu tant au lycée qu'à l'université la présence anormale de la France dans nos institutions. Nous avions des assistants techniques français partout. Ça a diminué pour disparaître.
il en reste, quand vous voyez le défilé du 4 avril, des officiers français en tenue de militaires sénégalais. Jusqu'à quand? C'est ça. Et vous avez eu à refuser même une Légion d'honneur. Non, personnellement, j'ai un engagement personnel. Ça, c'était pour des raisons, j'ai dit, spirituelles et morales. J'ai écrit une lettre et j'ai rendu avec délicatesse ma Légion d'honneur à la France parce que je ne pensais plus que ça correspondait à ma notion de l'honneur. Cela étant dit, ce qui se passe au Tchad, ce qui se passe au Mali, ce qui se passe au Sénégal avec simplement la manière différente. Parce qu'au Sénégal, beaucoup de personnes luttent tous les jours contre l'hégémonie française dans notre économie. Malheureusement, c'est nos pouvoirs publics qui ne soutiennent pas cette tendance-là. Il faut aider les Sénégalais à retrouver la fierté de leur drapeau au-delà du football. Il faut que ce soit à tous les niveaux de notre économie, qu'on soit conquérant, qu'on soit fort et qu'on soit ambitieux dans un monde qui est en train de changer totalement. Très bien. C'est bon. Donc, voilà, on va parler tout à l'heure de Maître Wade pour pouvoir terminer. Monsieur Gueye, est-ce que vous pensez que la France... Parce que hier, au Tchad, des stations Total, pour ne pas faire de publicité, comme on l'a vu ici au Sénégal, ont été saccagées. Est-ce que la France n'a plus d'avenir sur le continent? Donc, vous savez, c'est une très bonne question au moment où on parle de la présidence du président Macky Sall à la tête de l'Union africaine, la présence d'Emmanuel Macron à la tête de l'Union européenne. Notre rupture avec la France ne doit pas être chirurgicale ni brutale. Il faut éviter aussi d'attaquer la France de manière frontale, violente, véhémente. Il faut beaucoup faire attention. Et comme disait le président Léopold Sédar Senghor, pour régler un problème, il faut en faire l'historique. C'est l'historicité d'un problème qui nous permet de trouver la solution. Ça veut dire quoi? Nous autres pays africains, nous avons peut-être maille avec... On a un contentieux historique avec la France, c'est vrai. Colonisation, traite négrière, etc., exploitation de l'économie, etc. On le sait. Mais il faut y aller doucement. On a connu le cas de Ahmed Sékou Touré, une forte personnalité africaine, qui a eu maille avec le général de Gaulle. Et de Gaulle est allé saboter la Guinée dans toute l'Europe, dans le monde entier. Personne ne voulait collaborer avec la Guinée. Et économiquement, ça a impacté dans l'économie guinéenne, du fait du rapport de force que Sékou Touré avait avec le général de Gaulle. D'ailleurs, les effets collatéraux, c'est devenu ça a tellement impacté que c'est devenu un impact transgénérationnel. C'est-à-dire d'Ahmed Sékou Touré à la nouvelle présence de la communauté guinéenne au Sénégal. Cela veut dire quoi? Que l'économie guinéenne s'est tellement effondrée que la jeunesse guinéenne est obligée de quitter la Guinée pour venir au Sénégal. C'est l'impact. Donc c'est pourquoi je pense qu'il faut, avec la France, être extrêmement diplomatique. Il faut y aller doucement. Donc de manière chirurgicale, comme vous dites. Il nous reste 2 minutes, chacun 1 minute pour parler de Maître Wade, qui n'est pas encore sorti de la politique. Qu'est-ce que vous en pensez? Tête de liste de sa coalition, c'est la mascotte, c'est une bonne chose? Non, là, très sincèrement, je pense que tous ceux qui sont dans notre pays savent la relation particulière, affectueuse, d'admiration que j'ai pour le président Wade. Et je suis particulièrement meurtri de le voir porter à une tête de liste pour des élections législatives. Parce que je considère que Abdoulaye Wade dépasse largement le PDS, dépasse largement une quelconque coalition, qu'il est un patrimoine national, qu'il mérite une place dans notre histoire, qu'il mérite d'être réconcilié avec la plupart des Sénégalais qui, au fond d'eux-mêmes, lui vouent une certaine affection. Et ça me permet juste de dire, que Monsieur le Président Wade, un jour, m'a fait une confidence dans son bureau. Il m'a dit, tu sais, j'ai su qu'on n'était pas indépendant le jour où je suis devenu président de la France, président du Sénégal. Et c'est sur ça que j'allais brancher, malheureusement, pour répondre à mon ami Moustapha. Sur le seul point où on est en désaccord, c'est nous ne devons pas être timorés vis-à-vis de la France. Soyons intelligents. Je n'ai pas dit un clash avec violence, mais allions-nous avec les Français qui nous aiment et défions-nous des Français qui ne nous aiment pas. C'est ça. On va rouvrir une autre fois ce débat. Je suis à votre disposition. Un petit mot sur Wade, parce qu'il nous reste 20 secondes.
Wade qui est encore là sur la scène politique, ça vous dit quoi, monsieur Gueye? Vous savez, Wade, ce que dit le ministre tout à l'heure, il y a un problème de sénescence. Vous m'excusez, c'est pas méchant que le président Wade m'excuse, il y a un problème de sénescence. La sénescence, c'est un état de vieillissement organique. C'est-à-dire que Wade n'est plus dans ses 18 ans. C'est vrai que c'est l'un des derniers mohicans, l'un des derniers mammouths de la vie politique sénégalaise. Ouais. Je crois qu'on doit avoir de l'empathie vis-à-vis de Wade. Essayer de lui aménager une tranquillité. Que de l'impliquer encore dans la mouvance politique avec ses violences. Wade, sa place n'est plus dans l'espace politique sénégalais. Je crois qu'il y a une relève qui est là et qui peut continuer. C'est ça. Merci beaucoup. Malheureusement, le temps file vite. Il est déjà 11h. Monsieur le ministre, merci beaucoup pour la disponibilité. Merci Hassan. Merci Hassan. Également, vous me parlez hier de l'affaire de Dubaï. De je sais quoi. Oui, c'est ça. Mais malheureusement... Oui, mais je voulais tout simplement dire un dernier mot, que ça, ce sont des accusations qu'on a voulu donner aux femmes sénégalaises. Ce n'est pas vrai. Vous savez, les Sénégalaises ont les meilleures habitudes alimentaires dans le monde. Oui, M. Gueye, c'est bon. On va y revenir, Inch'Allah. On va y revenir. Merci beaucoup. Tout à l'heure, dans un instant, donc, les nouvelles en bref, avec Hassan Top. Merci beaucoup, Birane Cissé. Vous écoutez